Et col roulé, depuis qu'on t'a greffé des roulettes et bétonné ton trou, tu nous fais croire que tu souffres. Et ça t'empêche pas de nous faire canibar, hein? Ce canard, là. J'aimerais bien t'ébrouiller dans mes nuits avec ta petite pine toute fine. Hein? Sauf que si tu fous comme tu causes, il faudra éditer la notice. Je sens que ce soir, je vais conclure. Désolé. Recule-moi tout ça avec une poignée de gravier. Montre-leur qui on est à ces bâtards. Les chiens mangent les chiens. Salut les démons, bienvenue dans ce podcast où on va parler du jeu qui a transformé votre PC familial en portail vers l'enfer. J'ai nommé Doom. Installez-vous confortablement, chopez une bière ou du sang de démon si vous êtes dans le thème, parce qu'on va se taper au moins, allez, j'ai écrit 5-6 pages sur comment 4 nerds dans un bureau miteux du Texas ont créé le jeu le plus badass de l'histoire du gaming. Acte 1. Les prophètes de l'apocalypse pixelisé. Alors, pour commencer cette histoire, faut qu'on remonte en 1993, une époque bénie où Internet servait principalement à échanger des images de saints pixelisés qui mettaient 3 plombes à charger et où Windows 3.1 était le summum de la technologie et où personne n'avait encore inventé les microtransactions. C'était le bon temps, putain. Dans ce contexte idyllique, on trouve id Software ou ID Software, une boîte située à Mesquite, au Texas, un bled tellement paumé que même Google Maps préfère faire demi-tour. Cette entreprise, c'était 4 mecs, John Carmack, le génie programmeur qui parlait plus facilement aux ordinateurs qu'aux humains, John Romero, la rockstar du code avec sa crinière de métal et son ego de la taille du Texas, Tom Hall, le créatif un peu barré, et Adrian Carmack, aucun lien de parenté avec John malgré le nom, l'artiste qui dessinait des trucs dégueulasses avec un talent certain. Ces 4 zigotos, venaient de cartonner avec Wolfenstein 3D, un jeu où tu butais des nazis à la chaîne. Sympa. Mais ils voulaient faire plus fort, plus violent, plus rapide. Plus tout en fait. Romero, dans sa grande sagesse, a balancé lors d'une réunion « Et si on faisait un jeu tellement rapide et violent que les gens vont gerber ?» Les autres ont trouvé ça génial. C'est comme ça que les bonnes idées naissent, dans la connerie assumée. Acte 2. La genèse du carnage, ou comment créer l'enfer avec 3 pixels et demi. Le développement de Doom, c'est l'histoire d'une bande de mecs qui bossaient 90 heures par semaine en se nourrissant exclusivement de pizza et de Diet Coke. John Carmack, ce putain de génie, avait développé un moteur 3D révolutionnaire. Enfin, 3D, faut le dire vite, c'était de la 2,5D pour être exact. Maintenant, on peut en parler, mais à l'époque, ça en jetait grave. L'idée de base était simple comme bonjour. T'as un marine sur Mars. Oui, encore un. Des scientifiques ont ouvert un portail vers l'enfer, comme d'hab. Niveau scénario, on n'est pas là pour ça. Et maintenant, il faut nettoyer le bordel à coups de fusil de pompe. Mais franchement, on s'en battait les couilles. Ce qu'on voulait, c'était défoncer du démon. Tom Hall, le designer original, voulait faire un truc complexe, avec une histoire, des personnages, tout le tralala. Les autres l'ont regardé, comme s'il venait de proposer de mettre des licornes dans le jeu. Romero lui a gentiment expliqué « Tom, mon pote, les gens veulent tirer sur des trucs, pas lire guerre et paix. » Hall a fini par se barrer, probablement pour aller créer des jeux avec de vraies histoires. Le pauvre con. Non, il avait raison. C'est bien aussi les jeux avec histoire, moi j'adore personnellement.
Une anecdote marrante. Adrian Carmack passait ses journées à dessiner des démons de plus en plus dégueulasses. Un jour, il a créé le cyberdémon. Cette espèce de minotaure cybernétique avec un lance-roquette greffé au bras. Quand il l'a montré aux autres, Romero a littéralement crié « Putain, oui !» si fort que les voisins ont appelé les flics. Histoire vraie, hein. True story des enfants. Histoire vraie. Acte 3. Les coulisses du chaos entre génie et folie douce. Le développement de Doom, c'était un peu comme regarder un accident de train au ralenti. Sauf que l'accident créait un chef-d'œuvre. Les mecs d'id Software avaient transformé leur bureau en véritable QG de nerds sous acide. John Carmack codait comme un possédé, littéralement. Le mec dormait sous son bureau, se réveillait, codait, mangeait une pizza froide, recodait. Un jour, Sandy Peterson, qui avait rejoint l'équipe après le départ de Hall, l'a trouvé en train de parler tout seul devant son écran. Quand il lui a demandé ce qu'il foutait, Carmack a répondu « J'explique à l'ordinateur pourquoi son code est de la merde. » Voilà le niveau de folie qu'on atteignait. Romero, de son côté, lui, il crée les niveaux avec une approche très particulière. Il construisait d'abord des trucs impossibles, puis il les rendait encore plus impossibles. Son niveau préféré, E1M8, le boss final du premier épisode, il le refait genre 15 fois parce qu'il trouvait que les joueurs ne souffraient pas assez. Un vrai sadique, ce Romero. Une des anecdotes les plus dingues concerne la création du BFG 9000. Pour ceux qui ne connaissent pas, le BFG, Big Fucking Gun, officiellement, est l'arme la plus puissante du jeu. Elle tire une boule d'énergie verte qui détruit tout sur son passage. L'idée est venue pendant une session de brainstorming particulièrement arrosée. Romero a balancé « On a besoin d'une arme qui tue tout d'un coup ». Carmack a répondu « Techniquement impossible, Romero, fais-le quand même ». Et Carmack l'a fait parce que c'était un putain de magicien. Acte 4. La musique de l'apocalypse, Bobby Prince et ses empruntés. Parlons 2 secondes de la bande-son. Bobby Prince, le compositeur, avait une approche très créative de la composition. Par créative, j'entends qu'il pompait allègrement sur des groupes de métal. E1M1, c'est du Metallica. E1M8, du Pantera. E2M1, AC/DC. Le mec a littéralement pris des riffs connus et les a transformés en MIDI. Il les a récupérés en MIDI et les a implantés carrément, directement dans la musique du jeu. Et le plus beau dans tout ça, personne n'a porté plainte. Pourquoi ? Parce que les groupes de métal trouvaient ça trop cool d'être dans Doom. Imagine, tu es James Hetfield et tu lances Doom et tu reconnais ton riff. Tu fais quoi ? Tu portes plainte contre le jeu le plus métal de l'histoire ? Non, tu fermes ta gueule et tu joues. Voilà ce que tu fais. Bobby Prince avait aussi ses moments de génie personnel. La musique de 2.2M8, Tricks and Traps, c'est du pur Bobby. C'est un chef-d'œuvre d'angoisse en MIDI. Le mec a réussi à créer une ambiance oppressante avec 3 notes et un synthé pourri. Respect, le mec. Acte 5, le marketing de l'enfer, ou comment vendre à Satan en masse. Le marketing de Doom, c'était du grand n'importe quoi, qui a miraculeusement fonctionné. La stratégie d'id Software, on balance le premier épisode gratos et on verra bien. C'était révolutionnaire à l'époque. Le charwar existait, mais personne n'avait jamais filé un tiers de son jeu gratuitement. Jay Wilbur, le business manager, a eu cette idée de génie pendant une réunion. Les autres l'ont regardé comme s'ils venaient de proposer de donner leur premier-né. Mais Wilbur a insisté. « Faites-moi confiance, les mecs. Ils vont tous devenir accros et ils vont payer pour la suite. » Il avait raison, le bâtard. Il avait raison. Le jour de sa sortie, le 10 décembre 1993, les serveurs de l'université du Wisconsin, où le jeu était hébergé, ont explosé, littéralement.
Tellement de gens essayaient de télécharger Doom que le réseau universitaire entier est tombé. L'admin réseau a appelé id Software en mode « Putain, vous avez fait quoi ?» La réponse de Romero, on a créé le futur, mec. Acte 6, la controverse, Satan est sénateur en PLS. Pardon. Évidemment, un jeu où tu butes des démons avec des tronçonneuses, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Les associations de parents flippés, les religieux, les politiciens, en mal de publicité, tout le monde s'est jeté sur Doom comme des vautours sur une carcasse. Le meilleur dans tout ça, les accusations délirantes. Des groupes religieux affirmaient que le jeu contenait des messages sataniques cachés. Un pasteur a même prétendu avoir trouvé des symboles démoniaques dans les textures des murs. Quand Adrian Carmack a appris ça, il a rigolé. Mec, j'ai dessiné ces textures en 5 minutes en pensant à ma facture de téléphone. S'il y a du satanisme là-dedans, c'est celui de mon opérateur. Histoire vraie aussi. Quand le Sénat américain s'en est mêlé, Joe Lieberman, le champion de la liberté d'expression, petite ironie, a organisé des auditions sur la violence dans les jeux vidéo. Doom était l'accusé numéro 1, avec Mortal Kombat. Les mecs d'ID ont dû aller témoigner. Romero voulait y aller en t-shirt Satan Rules, les règles de Satan, mais ses avocats l'ont dissuadé. Dommage. Le plus ironique, toute cette controverse a fait une pub monstre au jeu, en fait. Les ventes ont explosé. Chaque article scandalisé, chaque reportage alarmiste, c'était de la publicité gratuite. Les parents interdisaient le jeu, les gamins le voulaient encore plus. Marketing, première leçon. Acte 7, l'héritage du massacre, 30 ans de jibs et de nostalgie. Doom n'a pas juste cartonné, il a littéralement créé un genre, le FPS moderne. C'est Doom. Avant, on avait des trucs comme Wolfenstein, mais Doom a tout changé. La vitesse, la violence, le level design non linéaire, le multijoueur, tout ce qui définit un FPS aujourd'hui vient de ce putain de jeu. Les clones ont commencé à pleuvoir, Duke Nukem 3D, Heretic, Exen, Blood, Rise of the Triad, vous les connaissez, ceux de ma génération en tout cas. Tout le monde voulait son Doom-like. Certains étaient bons, et d'autres étaient de la merde en bas, mais tous devaient leur existence à 4 Texans défoncés à la caféine. Et puis le modding, putain. Carmack, dans sa grande sagesse, avait rendu le jeu modable. Les joueurs pouvaient créer leur propre niveau, leurs propres monstres, leurs propres armes. C'était la première fois qu'un jeu AAA, même si le terme n'existait pas encore, donnait autant de liberté aux joueurs. Des mods légendaires sont nés. Alien TC transformait Dooms en jeu Alien. Batman Doom te faisait jouer le Chevalier Noir. Bien sûr, l'inévitable Simpson Doom, où tu butais Barney Gumble à coups de duff. L'humanité dans toute sa splendeur. Acte 8. Les anecdotes qu'on raconte pas aux enfants. Alors, on va se lâcher sur les vraies anecdotes croustillantes du développement. Premièrement, la tradition du deathmatch du vendredi. Chaque vendredi après-midi, toute l'équipe arrêtait de bosser pour se foutre sur la gueule en multijoueur. Ça commençait civilisé et ça finissait en guerre totale avec des mecs qui s'insultaient à travers les cloisons. Un jour, Romero a tellement humilié un testeur que le mec a rage quit et n'est jamais revenu. Littéralement, il a démissionné par fax le lendemain, le mec. L'affaire du sprite de Beat. Oui, vous avez bien lu. Un des artistes, qui restera anonyme pour sa dignité, avait créé un sprite de pénis pour rigoler. Il l'avait caché dans les fichiers du jeu, pensant le retirer avant la release. Spoiler, il a oublié. Le sprite est resté dans les fichiers du jeu final, inutilisé mais présent. Des modeurs l'ont trouvé des années plus tard.
les rations d'id Software. On ne commande pas. Toute classe. La pizza de la Discord. Pendant le crunch final, l'équipe commandait des pizzas tous les soirs. Un soir, ils ont commandé chez un nouveau resto. Les pizzas étaient dégueulasses, tellement dégueulasses que Carmack a vomi. Le lendemain, il a codé un nouveau dégât dans le jeu, les dégâts de poison. Coïncidence? Je crois pas. Acte 9. La technique dernière le carnage pour les nerds qui veulent comprendre. Alors techniquement, comment Doom a révolutionné le jeu vidéo? Alors accrochez-vous, on va devenir technique 2 secondes. Promis, je vais essayer de rendre ça fun. Le moteur de Doom utilisait une technique appelée Binary Space Partitioning, BSP. En gros, au lieu de calculer tout ce qui se passe à l'écran en temps réel, le jeu précalculait plein de trucs. C'était du génie pur. Carmack avait lu un papier académique sur le BSP et s'était dit, tiens, et si j'utilisais ça pour faire exploser des démons? Voilà comment on passe de la théorie mathématique au gore pixelisé. Le 2,5D de Doom était aussi une arnaque géniale. Le jeu avait l'air en 3D, mais en réalité, tu ne pouvais pas regarder en haut ou en bas. Pourquoi? Parce que c'était techniquement impossible à l'époque sans faire fondre ton 486. Mais Carmack a trouvé des astuces pour que ça ait l'air 3D quand même. Les escaliers, une illusion. Les étages superposés, impossible dans le Doom original. Mais on s'en foutait parce que ça pétait de partout. La gestion des sprites était aussi révolutionnaire. Chaque monstre avec 8 angles de vue différents. Quand un monstre te regardait, le jeu choisissait le bon sprite selon l'angle. Simple mais efficace, sauf que dessiner 8 angles pour chaque frame d'animation de chaque monstre, c'était un boulot de titan. Adrian Carmack en cauchemar encore. Acte 10, le multijoueur, ou comment détruire des amitiés en réseau local. Le multijoueur de Doom, c'était la révolution. Avant de jouer à plusieurs, c'était de se passer la manette ou jouer en split screen. Doom a introduit le deathmatch en réseau. 4 joueurs pouvaient s'entretuer via IPX-SPX, un protocole réseau de l'époque, pour les jeunes qui ne connaissent pas, c'était avant le protocole IP. L'installation, un cauchemar. Fallait configurer des IRQ, des ports comme la carte son. Sacrifier une chèvre à Satan, mais quand ça marchait, c'était la première fois que tu pouvais buter ton pote en temps réel depuis ton PC. L'humanité n'était pas prête. Les premières LAN parties Doom étaient légendaires. Des mecs qui trimballaient leur tour de 20 kilos chez un pote, qui passaient 3 heures à faire marcher le réseau pour jouer toute la nuit en s'insultant. C'était beau, c'était pur. C'était avant que les gamins de 12 ans sur Xbox Live baissent virtuellement ta mère. Moi, j'ai connu ces soirées LAN-là, où on amenait nos tours et nos écrans énormes que c'est nos parents qui nous ramenaient. Et on mettait 3 heures pour de vrai pour que ça marche. Puis quand ça marchait, on dormait plus, on buvait du café, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Monster et compagnie. Ah! Allez, acte 11. Les suites, les remakes et le cycle éternel du démembrement. Doom 2 est sorti en 1994. Plus grand, plus violent, plus tout. Le Super Shotgun, une invention divine. Cette arme était tellement satisfaisante que des joueurs y sont encore accros 30 ans plus tard. Le double canon qui fait boum et qui transforme les ennemis en confettis, orgasmique. Final Doom, les extensions, Doom 64, la franchise s'est étendue comme une tache de sang sur un tapis blanc. Chaque itération apportait son lot de nouveautés, mais l'esprit restait le même. Tu arrives, tu tires, tout meurt, tu repars. Doom 3 en 2004, on n'en parle pas. Enfin, si, parlons-en en 2 secondes. id Software a voulu faire un survival horror. C'était bien, mais c'était pas Doom. C'était comme demander à Metallica de faire du jazz. Techniquement impressionnant, mais what the fuck. Acte 12, la résurrection. Doom 2016 et le retour du roi. 2016, après des années de développement chaotique,
incluant une version annulée qui ressemblait à Call of Duty, Doom revient. Et là, miracle, c'est bon. C'est même excellent. C'est Doom modernisé sans perdre son âme. Le secret, les développeurs ont compris que Doom, c'est pas compliqué. Tu bouges vite, tu tires sur tout, tu t'arrêtes jamais. Pas de rechargement, pas de couverture, pas de bullshit. Juste toi, tes flingues et une horde de démons qui ont la mauvaise idée d'exister. La bande-son de Mike Gordon, un chef-d'œuvre de métal industriel. Le mec a littéralement utilisé une tronçonneuse comme instrument. Si c'est pas du Doom, ça, je sais pas ce que c'est. Acte 13, la culture Doom, speedrun, mème et folie collective. La communauté Doom est unique. 30 ans après, les gens créent encore des mods, des maps, des total conversions. myhouse.wad, un mode horreur sorti en 2023 qui a retourné le cerveau de tout le monde. La créativité ne s'arrête jamais. Les speedrunners Doom sont une race à part. Ces malades mentaux ont optimisé le jeu au point de finir des niveaux en quelques secondes. Ils connaissent chaque pixel, chaque bug, chaque frame. Regarder un speedrun Doom, c'est comme regarder de la poésie en mouvement. De la poésie très violente qui implique beaucoup de strafing. Rip and Tear est devenu un cri de guerre. Les mêmes Doom sont partout. Le Doom Guy ou Doom Slayer pour les jeunes est devenu une icône. Un mec qui parle pas, qui est trop énervé pour mourir et dont toutes les solutions à tous les problèmes est plus de violence. Un modèle pour nous tous. Acte 14. L'impact sociétal ou comment Doom a changé le monde. Doom n'a pas juste changé le jeu vidéo, il a changé la culture. Le terme Doom Clone ou Doom-like était utilisé pour tous les FPS pendant des années. C'est dire l'impact du truc. Les développeurs du monde entier ont été inspirés. Gabe Newell a créé Valve après avoir vu Doom. Sans Doom, pas de Half-Life, pas de Portal, pas de Steam. John Carmack est devenu une légende vivante, partant ensuite bosser sur la VR chez Oculus. Romero. Il a fait Daikatana et on va pas s'étendre là-dessus. Demandez à Joueur du Grenier ce qu'il en pense. Doom a prouvé aussi que les jeux indépendants pouvaient cartonner. 4 mecs dans un bureau pourri au Texas ont créé un phénomène mondial. C'était l'époque où la passion et le talent pouvaient tout écraser avant que l'industrie devienne ce monstre corporatif qu'on connaît aujourd'hui. Acte 15, les leçons de Doom, ce qu'on peut apprendre de ce massacre. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Premièrement, c'est que la simplicité, c'est la sophistication ultime. Doom n'avait pas besoin d'un scénario compliqué ou de mécanique alambiquée. Tirer sur des démons, c'était suffisant. Deuxièmement, que la passion fait tout. Les mecs d'id Software ne faisaient pas ça pour l'argent. Enfin, pas que. Ils voulaient créer le jeu qu'ils rêvaient de jouer. Cette authenticité se ressent dans chaque pixel. Troisièmement, que l'innovation technique au service du fun, c'est imbattable. Carmack n'a jamais créé son moteur pour épater la galerie, mais pour permettre une expérience de jeu impossible autrement. Épilogue, 30 ans plus tard, toujours en enfer. Aujourd'hui, Doom est immortel. Tu peux le faire tourner sur tout et sur n'importe quoi. Des mecs l'ont fait tourner sur des calculatrices, des tests de grossesse, des frigos connectés. La blague, but can it run on Doom? Et est-ce que ça peut faire marcher Doom? Est devenu un mème éternel. Les développeurs originaux, Carmack est parti faire des fusées avec Elon Musk, véridique, hein. Puis dans la VR. Romero fait toujours dans les jeux, plus calme mais toujours cool. Adrian Carmack s'est retiré avec ses millions. Tom Hall continue de créer. Bobby Prince compose toujours, tous des légendes vivantes. Doom nous a appris que les jeux vidéo pouvaient être de l'art violent, stupide et excessif, mais de l'art quand même. Dans un monde où tout devient de plus en plus compliqué, Doom nous rappelle que parfois la solution, c'est juste un bon gros flingue et la volonté d'avancer. Alors la prochaine fois que la vie vous emmerde, souvenez-vous du Doom Guy. Et c'est le mec qui s'est réveillé sur Mars entouré de démons, et sa réaction a été « Ok, let's go. Pas de plainte, pas de négociation.
juste de l'action pure. Si c'est pas une leçon de vie, ça, je sais pas ce que c'est. Sur ce, je vous laisse. J'ai des démons à buter sur Ultraviolence. N'oubliez pas, rip and tear until it's done. J'espère que ce podcast vous aura plu, mes amis. C'est le 2e épisode de Taré. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez. Ça coûte rien et ça fait beaucoup avancer le podcast. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Et col roulé, depuis qu'on t'a greffé des roulettes et bétonné ton trou, tu nous fais croire que tu souffres. Et ça t'empêche pas de nous faire cannibale, hein? Ce canard, là. J'aimerais bien t'ébrouiller dans mes nids, avec ta petite pine toute fine. Hein? Sauf que si tu fous comme tu causes, il va falloir éditer la notice. Je sens que ce soir, je vais conclure. Désolé. Recule-moi tout ça avec une poignée de gravier. Montre-leur qui on est à ces bâtards. Les chiens mangent les chiens.